Le Centre intersectoriel en santé durable de l'Université du Québec à Chicoutimi et MaTV continuent leur collaboration pour vous offrir une nouvelle saison de l'émission Lumière sur les femmes en sciences. Le Centre souhaite contribuer à bâtir la santé durable par la recherche, l'innovation et la modélisation des connaissances avec une perspective interdisciplinaire et intersectorielle. Dans cette nouvelle saison, nous poursuivons notre exploration du parcours fascinant de femmes qui ont marqué et marquent toujours le monde scientifique. Avec ces témoignages, cette saison mettra en avant les défis auxquels ces femmes ont dû faire face, ainsi que leur découverte, leur persévérance et leur audace. Issues de domaines variés, ces femmes sont des leaders et des modèles qui apportent une diversité nécessaire à la recherche. Rejoignez-nous pour découvrir l'impact de 5 femmes exceptionnelles. Bon visionnement! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous présenterons le portrait de 2 femmes inspirantes, soit Marie-Hélène Richmond et Margaret Numberg. Mais d'abord, nous vous présenterons une entrevue avec Christiane Bergeron-Leclerc, professeure-chercheuse à l'Université du Québec à Chicoutimi. Aujourd'hui, nous recevons la professeure Christiane Bergeron-Leclerc, docteur en services social et professeure à l'Unité d'enseignement et de travail social de l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, bonjour Christiane, bienvenue à Lumière sur les femmes en sciences. Merci, bonjour. Donc, pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton cheminement scolaire. Mais la période collégiale, je dirais qu'elle a été marquante, en fait, dans mon cheminement scolaire. Il y a eu une époque où je voulais devenir policière, en fait, une époque où je voulais devenir enseignante au niveau primaire, préscolaire. Puis, c'est vraiment avec une professeur que j'aimais beaucoup en sociologie, en fait, avec qui j'ai eu une discussion, puis qui me fait vraiment choisir le service social, en fait. Parce qu'il y a eu une époque où j'hésitais entre le service social et l'enseignement. Bon, on va voir plus tard que je suis devenue professeure en travail social, donc tous mes intérêts convergent maintenant, mais il y a vraiment eu une hésitation à ce moment-là, donc j'ai choisi le service social pour en faire, je dirais, un parcours assez unidisciplinaire, là, c'est-à-dire que j'ai fait le bac, la maîtrise et le doctorat en service social. Ce serait quoi les motivations spécifiques qui vous ont poussé à aller en travail social? En fait, je pense que j'ai toujours voulu aider les autres, en fait. Les questions de justice sociale, les enjeux de pauvreté ou de vulnérabilité, en fait, auxquelles les personnes peuvent être confrontées. Ça m'a toujours interpellée, en fait, comme personne. Ma grand-mère, en fait, était une personne militante, en fait, puis engagée dans des comités de citoyens, en fait. Ma mère est devenue préposée aux bénéficiaires. Fait que je pense qu'alentour de moi, il y avait des personnes qui étaient je dirais dans le domaine de l'engagement social, dans le domaine du soin. Je pense que c'est plus maintenant que je le réalise, mais je pense que ça l'a influencé quand même pas mal ma trajectoire, en fait. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vos débuts dans le domaine du service social? Moi, j'ai choisi de faire mes stages dans le domaine de la santé mentale, puis on va le voir, là, ça a influencé en fait mon parcours de chercheur dans un organisme communautaire, puis dans un CLSC à l'époque. Donc, ma portion pratique, je l'ai vraiment investie à ce moment-là. Quand j'étais au bac, en fait, puis ça, je pense que c'est important dans la suite, en fait, de ma trajectoire professionnelle, j'ai commencé à m'impliquer rapidement dans des projets de recherche avec des chercheurs là, de l'Université Laval à ce moment-là. Puis je dirais la piqûre ou l'intérêt pour la recherche s'est vraiment développé là, à ce moment dans le cadre de mon bac. Puis évidemment, c'est accentué avec la maîtrise puis la thèse qui en a suivi. Vous avez déjà travaillé dans le milieu clinique. Ça, comment est-ce que ça a influencé votre approche puis votre façon de travailler? Moi, j'ai travaillé en psychiatrie adulte, en fait. Puis, en fait, je voulais absolument travailler dans le domaine de la santé mentale comme intervenante. C'est-à-dire que j'avais fait mes stages auprès de personnes qui vivent avec des troubles mentaux graves. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur, en fait, pour ces personnes-là, en fait, en situation de vulnérabilité, avec des troubles mentaux, avec des intensités diverses. Puis, ça peut avoir l'air de quelque chose de très impulsif, ce que je vais te dire là, mais quand j'ai terminé mon baccalauréat, j'ai envoyé un seul CV, en fait. Moi, je voulais travailler à l'hôpital psychiatrique de la ville où j'habitais, en fait. Donc, je viens de Québec, en fait. Il y a un hôpital qui a changé de nom depuis, mais qui s'appelait à l'époque l'hôpital Robert Giffard. J'ai grandi dans cet univers-là, moi, avec l'hôpital psychiatrique, pas trop loin de chez moi, en fait. Puis ça m'a toujours attirée, tu sais, de manière positive, fascinée. Évidemment, ce que j'ai vécu
comme travailleuse sociale dans cet hôpital-là, bien évidemment, beaucoup d'apprentissage, on va dire, clinique que j'en ai retiré. J'ai eu la chance de travailler autant à l'interne, donc sur les unités de soins en psychiatrie, que dans un contexte d'hôpital de jour, les équipes de suivi dans la communauté. Donc, ça m'a permis de voir différentes facettes de l'accompagnement communautaire en santé mentale. Donc, ces connaissances-là, en fait, cliniques que j'ai acquises en formation, puis dans le travail, bien évidemment, ça me sert aujourd'hui pour la recherche que je fais dans le domaine de la santé mentale. En tant que femme qui a évolué dans le domaine du service social, est-ce que tu penses que tu as été confrontée à des obstacles qui seraient liés à ton genre? Je ne sais pas si les obstacles que j'ai rencontrés sont liés au genre auquel je m'identifie, le genre féminin, ou si ce sont des obstacles, en fait, qui découlent, en fait, de l'univers universitaire, de l'enseignement supérieur, puis de comment ça se passe dans le milieu de recherche en général. Donc, j'ai pas une réponse claire de type oui, non, à savoir c'est parce que c'est une femme, en fait, que j'ai rencontré ces obstacles-là. Mais, tu sais, parmi les obstacles que j'ai pu rencontrer ou même observer, en fait, là, la compétitivité, le manque d'entraide entre les pairs à certaines reprises. Donc, ça peut amener des enjeux de jalousie, des enjeux de tension relationnelle, des choses comme ça, bon, qui sont aussi propres au milieu de travail aussi en général. Peut-être un élément où je dirais que c'est des paroles, en fait, dans mon parcours, en fait, qui me restent dans la tête encore aujourd'hui, en fait, puis qui auraient pu devenir des obstacles, en fait. Donc, je pense entre autres à un moment où une personne chercheur m'a dit carrément que j'étais trop jeune, en fait, pour faire de la recherche dans le domaine qui m'intéressait. Plusieurs années plus tard, en fait, j'essaie encore d'interpréter, en fait, ce commentaire-là que je l'ai reçu. Tu sais, est-ce que je l'ai reçu parce que j'étais une femme? Puis en même temps, c'était un commentaire qui venait d'une chercheure femme. Donc, à quoi c'était attribuable? Donc, c'est difficile de distinguer qu'est-ce qui appartient au genre, de qu'est-ce qui appartient d'une remarque, en fait, qui avait évidemment pas lieu d'être. Puis la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce genre de remarque-là aurait été fait si j'avais été un homme et pas une femme? J'en sais rien. J'ai pas de réponse. La question est vraiment ouverte, mais je pense que des éléments, en fait, des obstacles auxquels différents chercheurs, dont les femmes, font face en milieu universitaire là, au cours de leur carrière. Là. Puis sinon, à l'inverse, est-ce que tu penses que les hommes seraient avantagés dans la recherche? C'est une très bonne question également, en fait. Si on s'intéresse, en fait, à la science, c'est-à-dire aux données scientifiques sur la question, bien, je suis obligée de dire oui. C'est-à-dire qu'il y a, même s'il y a des gains significatifs, c'est-à-dire par rapport à la proportion de personnes qui vont devenir professeurs, donc une augmentation de femmes, en fait, là, chez les chercheurs, chez les professeurs. Donc ça, c'est un fait. Mais il y a évidemment des données, en fait, qui nous disent qu'il reste encore des obstacles, en fait, puis concernent surtout l'accès à des promotions dans le milieu universitaire. Donc, l'accès au rang de professeur titulaire est moins favorisé, en fait, chez les femmes que chez les hommes, en fait, là, à l'heure actuelle. Puis ça mène évidemment à des écarts salariaux. Donc là où il y a des écarts, en fait, c'est vraiment l'accès à des promotions, l'accès à des postes de doyens, de doyennes. Donc pour les personnes qui ont envie, en fait, d'évoluer dans des mandats administratifs, bien, il y a encore davantage d'hommes que de femmes à ce niveau-là. Fait que ça serait la première partie de la réponse, c'est-à-dire que dans l'écosystème québécois puis canadien, on le sait qu'il existe encore là, des écarts entre les hommes puis les femmes sur l'accès là, à la profession, puis après ça, l'évolution dans les stades de carrière. Ceci dit, si je réfléchis la question avec la lunette du travail social, moi, je suis dans un domaine à majorité féminine, en fait. Donc, mes collègues, c'est en majorité des femmes, en fait. Donc, je les vois moins, en fait, les enjeux, disons, dans mon environnement immédiat, là. Donc, à savoir, est-ce qu'on est moins favorisé parce qu'on est une femme ou tout ça. Donc, parce que les hommes ou les personnes d'un autre genre, en fait, sont en minorité, en fait, dans la culture, dans le domaine ou la discipline spécifique dans laquelle j'évolue.
Mary Ellen Richmond était une réformatrice sociale et une pionnière du travail social américain. Après le décès de sa mère alors qu'elle était très jeune, Richmond a été élevée par sa grand-mère maternelle et ses 2 tantes à Baltimore, dans le Maryland. Sa grand-mère, une suffragette active, était connue comme une spiritualiste et une radicale. Richmond grandit, entourée de discussions sur le suffrage, les problèmes radicaux, le spiritisme et une variété de croyances religieuses, sociales et politiques libérales. Cette éducation a favorisé chez elle l'esprit critique et l'activisme social. En 1889, Richmond est devenue trésorière adjointe à la Baltimore Charity Organization Society. Les Charity Organization Society de plusieurs villes ont été les premières organisations à développer une profession de travailleur social structurée, fournissant des services sociaux aux pauvres, aux personnes en situation de handicap et aux personnes dans le besoin, en particulier aux enfants. Pendant la période où Richmond était à la Charity Organization Society, elle a démontré ses qualités de leader, d'enseignante et de théoricienne pratique. Sa capacité à expliquer la mission et l'objectif de l'organisation et à collecter des fonds pour soutenir les services fournis par l'organisation lui a valu d'être nommée première femme secrétaire générale de la Charity Organization Society. Richmond estimait qu'une formation adéquate était indispensable pour aider les familles pauvres à gérer et à changer leur situation. En 1909, elle a quitté définitivement Philadelphie pour New York, où elle est devenue directrice du Charity Organization Department de la Russell Sage Foundation. Avec le soutien de la Fondation, Richmond a contribué à la mise en place de réseaux de travailleurs sociaux et d'une méthode de travail. Elle a également commencé à publier ses idées dans ses ouvrages. Pierre angulaire de la construction de la profession de travailleur social, Mary Richmond était connue pour sa capacité à organiser les communautés, son développement dans la pratique du travail social, ainsi que pour sa capacité à enseigner et à parler intelligemment d'un large éventail de sujets. C'est elle qui a systématiquement développé le contenu et la méthodologie du diagnostic aux alentours de 1910. Son premier principe était que les soins devaient se concentrer sur la personne dans sa situation. Avec son livre Social Diagnosis, Mary Richmond a jeté les bases du développement de la méthodologie scientifique du travail social professionnel. Pour ses contributions, Mary Ellen Richmond est considérée comme l'une des principales fondatrices de la profession du travailleur social et de l'importance de la formation professionnelle. On travaille surtout avec des étudiants universitaires. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des enjeux que les étudiants pourraient vivre s'ils sont en situation de handicap, en situation de difficulté, puis de qu'est-ce que vous pouvez faire dans la recherche pour les aider? En fait, du point de vue de la santé globale et mentale des étudiants universitaires, en fait, c'est pas une surprise ce que je vais te dire, là, c'est-à-dire qu'on a remarqué avec les années des taux de détresse psychologique, donc une proportion plus importante de manifestations anxieuses ou de manifestations dépressives là, chez les étudiantes, chez les étudiants universitaires, en fait. Donc, cette tendance-là, elle est mondiale, en fait, là, l'observation des plus hauts niveaux de détresse chez les étudiants. Il y a un constat, dans le fond, à l'effet qu'il faut se préoccuper de la santé mentale des populations étudiantes. Et en lien avec ce constat-là, puis ça, c'est une bonne nouvelle, en fait, depuis 2022, il y a un plan d'action sur la santé mentale en enseignement supérieur qui amène une obligation, en fait, pour les milieux collégiaux et universitaires de mettre en place des mesures d'accompagnement pour les étudiantes, les étudiants de manière à favoriser là, leur mieux-être. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas de services avant. Dans toutes les universités, tous les collèges avaient des mesures d'aide, des services aux étudiants, mais il y a l'idée, en fait, de renforcer, en fait, les services disponibles, je dirais aussi de les diversifier. Ce serait quoi les stratégies qui peuvent être mises en place, par exemple, à l'UQAC pour aider les étudiants? Il y en a plusieurs. Moi, je suis pour la diversité, en fait, des stratégies. Puis, je suis pour la diversité, justement, en raison de la diversité des besoins puis de l'unicité des personnes. C'est-à-dire que toi et moi, on n'a pas nécessairement les mêmes besoins, en fait, les mêmes envies quand on va faire une demande d'aide, par exemple. C'est important qu'il y ait une panoplie de services disponibles. Donc, c'est important qu'il y ait des services psychosociaux offerts par des travailleurs sociaux, mais c'est important également que les étudiantes et étudiants puissent avoir accès à des psychologues, à des services d'orientation professionnelle, à des services d'aide financière. Donc, tout ce panier de services-là, pour moi, est vraiment important puis essentiel. Puis, c'est quelque chose qu'il faut essayer de préserver, en fait.
À l'heure actuelle, on est dans un contexte global, puis c'est pas seulement à l'UQAC, de compression budgétaire, financière. On le voit à différents niveaux, là, à l'échelle provinciale puis fédérale. Faudrait pas perdre les gains qu'on a fait là, dans les dernières années, c'est-à-dire dans la consolidation des services en place, parce qu'on le voit, les besoins en termes de santé mentale sont réels, ils se maintiennent dans le temps, puis ils peuvent s'accentuer avec différents phénomènes aussi. Dans les solutions que tu apportes souvent dans tes travaux, on peut voir des approches qui sont plus alternatives, un petit peu moins traditionnelles que ce qu'on voit habituellement. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, ça, c'est la partie travailleuse sociale, je pense, en moi, qui fait que je vais vers ce genre d'approche-là. En fait, je considère qu'on est chanceux à l'UQAC notamment parce que, je le disais, il y a une belle diversité de services en place. Cependant, c'est pas tout, en fait, d'offrir des services pour que les personnes osent franchir la porte, osent aller demander de l'aide, en fait. Fait que ce qu'on a essayé de faire, en fait, notamment là, dans les 5 dernières années, c'est beaucoup de visibiliser, en fait, la question de la santé mentale, de parler de la santé mentale dans les murs de l'UQAC et je dirais sur toutes les tribunes où on peut le faire, à travers des actions toutes simples. Tu sais, je vais te donner l'exemple de la tournée de café qu'on fait en général au mois de janvier, en fait. C'est un projet tout simple. Hein? L'idée consiste à aller offrir un café gratuit ou un chocolat chaud, peu importe, aux personnes étudiantes, aux personnes employées. Ça devient un prétexte pour voir comment ça va, en fait. Un autre trait, je dirais, qui caractérise les actions qu'on met en place, c'est beaucoup l'idée du travail de milieu. Donc, être visible dans les espaces. Donc, je pense entre autres au projet du village relais, donc des roulottes, en fait, qu'on a aménagées à l'extérieur là, du terrain de l'UQAC pour que ça devienne un lieu, une espèce de drop-in. Tu t'arrêtes là pour parler à quelqu'un, pour prendre un café, pour jouer à un jeu de société, pour lire un livre. Donc, d'avoir des espaces où tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous pour y avoir accès. Puis je dirais notre dernière initiative, puis on est actuellement dans ce merveilleux lieu, en fait, c'est la station Illumine. Donc l'idée, en fait, d'offrir une station de bien-être, donc dans l'idée d'encourager autant les personnes étudiantes qu'employées à prendre des pauses, prendre un moment d'arrêt dans une journée de travail ou d'études effrénées pour venir faire un peu d'introspection sur soi, se réénergiser, se reposer. Donc, c'est un projet là, qu'on a imaginé en co-construction avec la communauté. Donc, ça, c'est aussi, je pense, un autre trait caractéristique des projets qu'on mène. C'est-à-dire qu'on le fait toujours par et avec les personnes concernées. Donc, c'est pas l'idée de Christiane Bergeron-Leclerc toute seule dans son coin. On travaille toujours avec les parties prenantes, en fait, donc avec une méthodologie de laboratoire vivant. Puis ça, je pense que c'est payant à long terme là, dans nos projets. Donc, toi, tu es chercheur associé au Centre intersectoriel en santé durable. Donc, de quelle manière la mission du centre, en fait, se reflète dans tes travaux? Je dirais de manière assez naturelle. Ouais. Parce que, pour 2 ou 3 raisons. D'une part, parce que mes travaux portent sur la santé, donc la santé mentale spécifiquement, mais dans une perspective vraiment holistique, là. Donc, c'est très, très facile pour moi, disons, de rattacher ma programmation de recherche à celle du CISD ou de m'y retrouver là, comme chercheur. Fait que ça, c'est le premier volet. Dans la mission ou la volonté du CISD, il y a aussi toute la question de prendre en considération la personne en relation avec son environnement ou les facteurs contextuels qui peuvent faciliter ou nuire à sa santé. Je dirais que ça, c'est une dimension qui est vraiment intrinsèque au travail social. Fait que c'est très facile, en fait, à travers nos projets de recherche, d'avoir cette vision globale. Et je dirais même plus loin, c'est-à-dire qu'au centre d'à peu près tous nos travaux,
Il y a des paradigmes théoriques là, sur la santé holistique, je pense à l'approche bioécologique, donc notre lunette ou notre manière de regarder en fait les phénomènes sociaux ou de santé s'inscrit vraiment là, dans cette perspective-là de santé globale ou holistique, en fait, qui est au cœur là, de la mission du 6D. L'autre élément, c'est vraiment la manière dont on travaille, en fait. Je pense que ça m'est jamais arrivé de travailler toute seule comme chercheur dans un projet de recherche. C'est-à-dire qu'on travaille toujours avec des professionnels, des chercheurs d'autres disciplines. Fait que la nature interdisciplinaire de nos travaux, elle est toujours là. Puis ça devient quelque chose de naturel, c'est-à-dire qu'on y pense pas. En fait, systématiquement, ça fait partie là, de nos manières de travailler en équipe. Même chose pour l'intersectorialité. Dans la plupart de nos travaux, puis, un bel exemple, là, c'est le projet de Station Illumine. On a des chercheurs, en fait, d'à peu près tous les secteurs de la recherche à l'université. Là. Donc, évidemment, des gens qui viennent du domaine social, des personnes qui viennent du domaine de la santé, des gens en informatique, en jeux vidéo. Donc, on a réuni une équipe de chercheurs, en fait, qui nous a amenés à créer, en fait, ou à co-créer ce beau projet-là. Durant ta carrière, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta plus grande réussite au niveau professionnel? Ouais, j'en ai deux. La plus grande réussite, elle est humaine. Depuis un peu plus que 10 ans, mais de manière plus prononcée dans les 5 dernières années, on s'intéresse à la santé mentale des populations universitaires, puis entre autres à celle de l'UQAC. Ma plus grande fierté, ma plus grande réussite, c'est d'avoir su, en fait, à travers toutes les actions, mobiliser, en fait, un réseau incroyable d'acteurs qui s'intéressent maintenant à la santé mentale, en fait. Puis je pense que, puis on est plus d'une soixantaine là, de personnes qui gravitent dans les différents projets qu'on mène actuellement. Donc, autant des personnes chercheurs que des étudiantes, que des employés de l'UQAC qui sont convaincus, en fait, de la pertinence des travaux qu'on mène, qui ont à cœur la santé mentale et qui s'impliquent de manière vraiment généreuse puis incroyable là, dans à peu près tout ce qu'on fait. Là. La deuxième fierté, je pense que c'est la Station Illumine, en fait. Qui résulte en fait de petites actions qu'on a mises en place depuis les 5 dernières années, toujours avec la communauté universitaire, puis qui fait qu'on a réussi à créer cet espace de bien-être qui est merveilleux, d'une part, qui est apaisant, puis qui est très, très fréquenté, en fait. Donc, à ce stade-ci, en fait, on est en collecte de données dans le projet, puis on est dépassé, je dirais, par l'achalandage au niveau de la station. Donc, c'est un beau problème de chercheurs, mais donc ça nous confirme que ça répond à un besoin, on fait la station de bien-être. Puis évidemment, il y aurait des phases 2 et 3 et suivantes qui vont suivre dans le futur. Donc. Et quel conseil tu donnerais à des jeunes étudiantes qui voudraient, elles aussi, aller travailler dans la recherche en travail social? Je dirais de croire en ses rêves, en fait, puis de persévérer dans ses rêves aussi. Pour moi, réaliser, en fait, des études universitaires ou réaliser des études supérieures jusqu'à en faire une thèse de doctorat, c'est une question de force individuelle puis de compétence, mais pour moi, c'est beaucoup une question de persévérance, en fait. Puis de l'énergie qu'on va mettre dans le travail qu'on a amené, en fait. Puis, d'une part, fait que de persévérer, en fait. Donc, si tu as un projet en tête, en fait, pour faire telle recherche en travail social, bien, peut-être qu'à court terme, il n'y a pas les opportunités pour que tu puisses faire cette recherche-là, mais de le garder quelque part, ce rêve-là, parce que tu vas peut-être pouvoir y revenir plus tard dans la trajectoire en fonction des opportunités de financement, du contexte, en fait. Les personnes avec qui on travaille, tu sais, de savoir s'entourer, en fait, de personnes qui vont avoir confiance en nous et qui vont, dans le fond, donner des opportunités favorables en recherche, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, dans ma trajectoire de carrière, en fait, il y a eu des personnes qui ont été vraiment
facilitantes, en fait, puis qui ont vraiment contribué à ce que je fasse une thèse de doctorat, en fait. Donc, ça, je dirais que c'est du primaire jusqu'à l'université, là. Bien, merci beaucoup, Christiane, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet épisode de Lumière sur les femmes en sciences. Merci de m'avoir accueillie, puis de m'avoir donné l'opportunité de parler de ma passion. Marguerite Namberg est une psychothérapeute, éducatrice et artiste reconnue comme pionnière de l'art-thérapie. Elle affirmait que la seule profession qu'elle devrait éviter est celle d'éducatrice, en raison de l'ennui ressenti tout au long de sa scolarité. Sans projet défini, elle a néanmoins décidé de poursuivre ses études à London School of Economics et entreprendre un voyage en Europe avec sa mère. En Italie, elle a rencontré Maria Montessori, dont l'école fondée sur la formation sensorielle et l'attention portée aux phases de développement de la petite enfance l'a immédiatement façonnée. Enthousiasmée par cette approche novatrice, Namberg a abandonné Londres pour étudier auprès de Montessori. En 1915, elle a fondé la Walden School à New York, une institution progressiste axée sur le développement des idées et des intérêts des enfants. Elle y a intégré l'art, la musique et l'expression libre comme outil pédagogique. L'objectif de l'école était de cultiver l'individualité, d'encourager l'initiative et de stimuler la créativité des élèves. Rapidement, la Walden School s'est distinguée par son approche innovante, attirant l'attention de la presse et bénéficiant d'un solide soutien au sein des cercles intellectuels. À partir des années 1930, Namberg a progressivement développé ce qui deviendra l'art-thérapie moderne. Elle postulait que l'expression artistique spontanée peut être un moyen d'accéder à l'inconscience. Cette approche s'est distinguée des méthodes traditionnelles en encourageant les patients à exprimer leurs émotions à travers l'art plutôt que seulement par leurs paroles. Les professionnels de santé mentale se sont intéressés à son travail qui a contribué à faire reconnaître l'art-thérapie comme une approche clinique légitime. Durant sa carrière, elle a publié plusieurs ouvrages qui ont été les bases de cette approche émergente. Elle a développé les premiers cours d'art-thérapie à l'Université de New York et à la New School for Social Research, où elle a enseigné jusqu'à sa retraite en 1969. Le programme de deuxième cycle qu'elle a introduit à l'Université de New York reste à ce jour l'un des programmes d'art-thérapie les plus reconnus au monde. Marguerite Namberg est décédée en 1983, mais les approches qu'elle a développées persistent. L'art-thérapie demeure une méthode alternative couramment utilisée pour aider les patients à gérer leurs émotions, à gagner confiance en eux et à s'exprimer.